oui, effectivement, on va parler de marketing responsable et de création de valeur parce que c'est deux choses qu'on n'a pas envie d'opposer. Pourquoi le marketing responsable détruirait-il de la valeur ou n'en créerait-il pas? bien sûr. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi un lien avec la vie des entreprises. Donc, alors juste pour gagner un petit peu de temps, je vais moi-même faire la présentation très très rapide des invités. On leur laissera la parole après, mais j'ai juste annoncé déjà leur nom, leur prénom et leur fonction ou à quel titre ils sont là. Donc le premier invité qu'on aura, enfin l'un des invités qu'on aura, c'est Raphaël Brochard, qui est cofondateur et PDG de Picnic. Donc si on peut peut-être le montrer pour l'identifier, sinon je continue. Voilà, donc Raphaël Brochard, cofondateur et PDG de Picnic. Nous aurons également Sandrine Clion, qui est directrice générale de Immedia Center. Immedia Center, c'est la régie publicitaire, notamment du groupe Auchan. Nous aurons Marie Chailloux, qui est leader communication et développement durable au sein de Decathlon. Et enfin, nous aurons Jürgen Engerisser, qui est président de la Révolution Champignon. Et je vais commencer donc cette table ronde en interpellant Jürgen, qui aura. N'hésite pas, Jürgen, à dire deux, trois mots sur toi au départ. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans ton profil, ton parcours, Jürgen, c'est que tu as travaillé dans la banque, tu as travaillé dans l'agroalimentaire, tu as travaillé dans la communication, le marketing. Et en 2016, tu décides de te lancer dans le champignon, dans la révolution du champignon. Hein, l'intitulé n'est pas un hasard. Et bah, explique-nous un petit peu ce parcours et où tu en es aujourd'hui. Mais tu me demandais pourquoi je me suis lancé dans cette activité entrepreneuriale. C'est pour des raisons de durabilité en premier lieu. Donc, production locale en économie circulaire d'un produit de qualité qui est le champignon, qui a des multiples qualités, mais un potentiel encore inconnu. Et donc, en fait, comment j'en suis arrivé aux champignons, c'est que j'ai vu qu'on jetait pas mal de choses autour de nous, elles sont enfouies, incinérées ou tout simplement pas valorisées. Et mon but à moi, c'est faire de l'upcycling, ça veut dire donner de la valeur ajoutée à des matières qui sont sous-valorisées. Donc au départ, on avait fondé Pleurette et les gens nous connaissaient pour des kits à champignons qui réutilisaient du marc de café. Mais ce projet-là, il est mis entre parenthèses pour le moment. On préfère de la culture de champignons bio parce qu'on sait qu'on manque de culture. On fait beaucoup d'imports, notamment dans le bio. Et cette culture, on l'a fait de manière originale dans des conteneurs maritimes et aussi des souterrains qui sont d'anciennes carrières de pierre à Lille qui n'étaient pas utiles. Alors maintenant, l'axe de développement principal, et ça c'est le date, c'est qu'on travaille la transition alimentaire par la production de produits pour flexitariens en allant plus loin que le végétal mainstream qui, à mon sens, utilise beaucoup d'ultra transformés et parfois des additifs pour imiter la viande. Et l'ultra transformé, on le sait parce que SIGA diffuse beaucoup de messages aussi, c'est qu'il est source d'obésité et la surconsommation de graisse ou de viande rouge amène à des problèmes cardiaques. On nous dit de consommer plus de végétal pour sauver la planète, mais certaines alternatives comme Beyond Meat, en cas de surconsommation, peuvent générer les mêmes problèmes de santé. Et donc, nous, on utilise le champignon qui nous permet de remplacer beaucoup d'ultra transformés ou de ne pas en mettre du tout et de créer des produits qui sont bons pour la planète, bons pour la santé et bons au palais. Parce que le plaisir de manger, c'est la première chose dans l'alimentaire. Et là, j'aurais voulu vous montrer, juste en quelques chiffres, l'impact environnemental du champignon. Donc, en théorie, il y a un slide qui est censé s'afficher. Il devrait Je ne arriver, sais oui. pas si c'est le cas. Il va arriver. Je te propose de continuer en attendant. Euh, Et donc, en fait, oui. pourquoi on en a fait l'élément central de champignon? Parce on a des impacts en termes d'équivalent CO2, en termes d'eau et en termes d'utilisation des sols. L'utilisation des sols peut mener jusqu'à la déforestation, pas dans nos pays, mais dans des pays plus lointains. C'est le cas Mhm. avec le soja au Brésil et tout ça. Et donc, on voit que la viande a encore un impact important, à peu près 20 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande produite. Et on voit que l'ultra transformé a encore des impacts autour de 10, donc la moitié de la viande, mais c'est encore, à mon sens, beaucoup d'impact. Tandis que le champignon a un impact qui est de 3,86, donc environ 4 kg de CO2 par kilo produit. Donc, vous voyez la diminution de 20 à 10 à 4 et voire encore moins parce qu'en fait le projet il s'est axé au départ sur l'économie circulaire alimentaire. Ça veut dire la réutilisation d'un coproduit agricole. Il y a une partie du champignon pleurote qui n'était pas valorisée
qui étaient jetés dans les exploitations agricoles et nous, on a upcyclé pour faire des produits veggie avec. Et quand vous voyez les impacts en termes d'eau, vous avez 15 000 ou 13 000 litres, c'est selon pour la viande. Et on trouve des études de l'INRA à 750, puis on regarde le protéines de pois et de soja, on est à 6 000, 9 000, et le champignon, il est à 22. Et en termes d'utilisation des sols, le champignon n'utilise pas de sol. Il utilise des matières qui ont déjà été consommées dans d'autres cycles, donc de la paille, de la poussière de bois, du marc de café, etc. Ok. Et c'est pour ça qu'on a accès avec ces vertus-là au développement de l'entreprise et de ses produits et de notre démarche pour être vertueux et être bienfaisant. En plus de ça, les produits sont bien formulés et j'en termine par là pour la présentation. Oui. Ils sont bio, sans soja, sans gluten, sans conservateur, sans additifs. Et, euh, et c'est pour ça qu'on en parlera après, certaines portes s'ouvrent pour des produits qui sont vertueux, comme on a reçu quelques médailles aussi pour la formulation alimentaire, parce que voilà, pour nous, c'est important que quand les gens mangent, ce soit bon pour leur santé, et pas seulement au palais, et que ce soit bon pour la planète. Ok. Merci pour Merci Jürgen, on va revenir. Il y a plein de questions. J'ai plein de questions pour toi tout à l'heure. On va passer à notre deuxième intervenante. Donc, il s'agit de Marie Chailloux. Marie, donc tu es en charge chez Decathlon de l'information et de la communication sur les sujets qui sont liés au développement durable. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les initiatives qui ont été prises par Decathlon en la matière? Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites et ça serait intéressant d'avoir ton regard et que tu nous expliques un petit peu ce qui est fait. Oui, bonjour à tous Bonjour et Marie. merci de m'accueillir sur cette table ronde. Nous, chez Decathlon, vous le savez, on est concepteur et distributeur de produits sportifs. On est présent un peu partout dans le monde, donc ça veut dire que toute notre activité, évidemment, elle a un impact, que ce soit sur la partie fabrication de produits, sur la partie transport, sur la partie énergie. Et donc, notre première responsabilité, c'est de chercher à réduire nos propres impacts. Donc, comme je vous le disais, on a une chaîne de valeur qui comprend beaucoup d'activités, mais on a identifié quels étaient nos principaux impacts et on se focalise et on priorise sur nos principaux impacts. Aujourd'hui, notre principal impact, c'est la fabrication de nos produits. C'est plus de 80% de nos émissions de CO2 qui vient de la fabrication de nos produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on adresse des enjeux forts autour de nos produits, à la fois pour baisser l'impact de nos produits en développant l'éco-conception de nos produits, et puis surtout pour prolonger la vie des produits en développant l'occasion. Alors l'occasion, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps chez Decat avec les Trocathlons que vous avez peut-être dû connaître, mais de rendre ces offres-là aujourd'hui beaucoup plus quotidiennes, en développant aussi la réparation de produits, des offres comme la location de produits, tout ce qui permet de prolonger la vie du produit, parce qu'un produit dont on prolonge la vie, c'est évidemment moins de produits consommés et de quantité consommée. Donc voilà un petit peu comment on adresse le sujet. Évidemment, on a beaucoup d'enjeux et on priorise, on traite tous les enjeux, mais en priorisant très clairement sur là où sont nos plus grosses responsabilités et là où sont nos plus gros impacts. Merci Marie, c'est très clair. On reviendra aussi beaucoup de questions à vous poser ensuite, à te poser ensuite. Je vais me tourner vers Raphaël. J'ai changé l'ordre parce que je crois qu'il y avait un petit souci technique, donc j'ai changé l'ordre. J'ai interrogé Raphaël. Raphaël, donc tu vas nous parler de Picnic, qui propose. Alors Picnic propose des architectures modulaires évolutives, en fait des pop-up stores, qui sont éco-responsables. Alors qu'est-ce que ça veut dire des pop-up stores éco-responsables? Et puis quel est le marché pour ces pop-up stores? Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis ravi de pouvoir vous partager mon humble retour d'expérience et vous présenter donc notre startup Picnic, qui est spécialisée en effet dans l'éco-conception et la réalisation de kiosques et de pop-up stores. Je suis d'ailleurs dans un de nos modules ici à La Courneuve. On a une petite usine en direct live de La Courneuve en banlieue parisienne. Et donc, concernant notre activité, on a 3 ans, on est sur notre 3e année d'activité. Donc, une mission, c'est de créer de l'expérience de proximité. Concrètement, on permet à vos entités privées ou publiques de toucher vos consommateurs via donc ces architectures modulaires qu'on positionne sur des espaces publics. Donc, aller au plus proche des flux. On permet de captiver et analyser les flux, donc de faire ce qu'on peut appeler du street marketing, du marketing événementiel responsable. Donc, dans cette dynamique, nous, on a une maîtrise complète de la chaîne de valeur, donc concepteur, fabricant et on distribue. Donc, ces kiosques, ces pop-up stores
avec des caractéristiques de mobilité intégrée pour limiter donc les convois exceptionnels, les gruetages, etc. La modularité en termes d'usage, ce sont principalement donc des points de vente, de proximité, de services de proximité, d'animation et d'aménagement urbain. Donc Smart City, ville du quart d'heure, vraiment le principe d'aller voir le consommateur au lieu de faire prendre sa bagnole et se trimballer un petit peu partout. Donc c'est le principe de modularité, d'aspect connecté aussi. Les kiosques, notamment sur lesquels je me situe actuellement, ont des centrales énergétiques connectées, donc un système IoT avec une app, etc. On permet aussi de comptabiliser les flux sur des campagnes de communication, concrètement combien de personnes vous avez touché, vous avez interagi durant une campagne, et donc pour calculer des ROI. Et dernièrement, pas des moindres, la dernière caractéristique, c'est donc l'autonomie en énergie renouvelable. Vous voyez au-dessus de ma tête, sur cette gamme, on a une toiture et des auvents couverts de photovoltaïque. On a également de l'éolien, on travaille sur ce type d'énergie renouvelable et d'autres en développement. Donc, on développe une centrale avec des batteries onduleurs, etc., ce qui permet de créer de l'énergie, la stocker, la redistribuer pour alimenter des fonctions digitales. Donc, vraiment tout un ensemble de choses qu'on peut y mettre. Du moment qu'on a l'électricité, effectivement, c'est tout le confort de la maison ou d'un bureau. Et donc, dans cette dynamique, on travaille avec des retailers, des agences de communication, des annonceurs, des entités publiques pour faire donc des bureaux hors mur, des mairies mobiles pour apporter des services administratifs de proximité, donc des pop-up stores bien entendu, du street marketing comme je disais tout à l'heure, donc aller à la rencontre de votre public. Donc ça c'est les marchés auxquels on s'adresse et sur lesquels on apporte donc cette innovation du pique-nique. Merci Raphaël, on reviendra vers toi tout à l'heure. Enfin, autour de cette table ronde, j'ai interrogé Sandrine qui dirige la régie média du groupe Auchan, eMedia Center. Une régie qui a pour ambition de s'appuyer sur la durabilité et la responsabilité. Donc c'est quelque chose qui est interpellant. Comment ça se traduit dans les faits, Sandrine, cette orientation responsabilité-durabilité ? Bonjour. Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être en préambule, je vais rappeler finalement quel est le rôle et quel est le métier d'eMedia Center. Comme tu l'as dit, on est la régie publicitaire du groupe Auchan. En fait, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre métier? Eh bien, on va proposer à des annonceurs, des marques qui sont désireuses d'entrer en contact avec des clients consommateurs qu'on va retrouver sur les points de vente d'Auchan, les hypermarchés, les supermarchés par exemple, les drives, ou encore les centres commerciaux, les parcs d'activités commerciales. On va leur proposer différents points de contact, différents supports de communication pour qu'ils puissent entrer en contact avec leurs clients consommateurs. Alors, dans cette thématique finalement de la responsabilité qui fort heureusement n'est pas nouvelle et mobilise beaucoup d'acteurs de la publicité, nous, eMedia Center, en tant que régie publicitaire, on a souhaité contribuer plus activement à communiquer, en tout cas, ou à accompagner les marques à communiquer plus durablement. Et c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions sur nos pratiques, sur nos solutions, sur nos médias, et aussi parce que finalement, on a un rôle auprès des clients consommateurs, auprès de nos clients annonceurs, voire même de nos collaborateurs. Donc on s'est posé pas mal de questions et on s'est dit comment on peut faire évoluer nos pratiques. Alors on a, pour ce faire, il y a un an, sollicité l'agence Liqueup Factory qui nous accompagne pas à pas dans notre démarche. D'ailleurs, on est content parce que d'ici dans pas longtemps, on va pouvoir publier notre charte d'engagement. Et donc, en fait, depuis un an, et en plus, ça tombait aussi avec la crise sanitaire qui nous a pour le coup beaucoup tous chahutés et bouleversés, on s'est dit peut-être que la première des choses, c'est d'adresser avec beaucoup d'humilité en fait cette thématique. Et la première des choses qui était importante pour nous, c'était avant tout de comprendre finalement les attentes en la matière des consommateurs, des Français et également des marques. Alors pour ce faire, on a d'abord réalisé une étude en partenariat avec EDESA, on en parlera un peu plus tard, je vais vous donner quelques chiffres. Et puis ensuite, on a commencé à mettre en place différents chantiers. Donc, un des premiers chantiers qu'on a mis en place, c'est de proposer des solutions plus durables à nos clients. Donc, par exemple, sur le digital, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait, dans notre offre, on va proposer des supports à la fois in-store en magasin, donc tout ce qui va être écran DOH, écrans digitaux,
On propose également des opérations événementielles. Donc ça fait écho avec ce que Raphaël vient de nous expliquer. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je pense qu'on se recontactera. Voilà, de l'événementiel. On intervient aussi sur les supports, les extensions digitales des points de vente, par exemple les sites Auchan Drive ou Auchan.fr. Et donc, en fait, on propose des solutions aux marques. Par exemple, on propose sur le digital à des marques ce qu'on appelle chez nous les cibles Smart Shopper, qui permettent en fait aux marques d'aller mieux cibler les clients qu'ils souhaitent toucher. Et c'est surtout aussi, ça permet finalement de cibler moins de personnes et de le faire mieux. Et donc, on a aussi, dans ce cadre-là, on essaye en tout cas d'avoir une démarche plus éthique, même si ça peut toujours être controversé. Ensuite, après, sur la partie, par exemple, DOH, en fait, on propose aux marques des écrans contextualisés. On est d'ailleurs labellisé Ad for Good. Alors, c'est un principe qui est assez simple. Une marque qui souhaite communiquer sur ses engagements, on va l'accompagner. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple de Danone. Danone veut communiquer sur ses filières laitières responsables. Eh bien, on va permettre à Danone de communiquer sur ses actions. Et aussi, on va sélectionner une association qui a aussi des pratiques en la matière et qu'on souhaite récompenser. On va la sélectionner, on va lui offrir 5% du budget de la vente pour qu'ensuite, elle aussi puisse mettre en place ses actions. Et bien évidemment, sur nos supports, on va communiquer sur ces actions. Donc, on essaye sur des supports qui, à la base, sont publicitaires, d'avoir aussi un rôle plus utile, plus informationnel. D'ailleurs, parce que Marie est là, je vais citer un petit exemple qu'on a fait avec Decathlon. Pendant les périodes de confinement, on a complètement stoppé toute la publicité sur nos écrans et on a mis en place évidemment des relais sur tout ce qui était gestes barrières, etc. Mais aussi des petites infos, des petits services pour nos clients consommateurs. Et donc, on a travaillé en partenariat avec Decathlon et on a mis des petites capsules sur nos écrans sur des gestes de sport faciles à faire au quotidien qui permettraient en tout cas pour les clients de préserver leur santé mentale, leur santé physique, de les faire respirer aussi un petit peu en cette période un peu plus compliquée. On a essayé de jouer notre rôle puisqu'effectivement, on faisait partie des magasins essentiels qui étaient ouverts, donc on avait encore beaucoup de trafic et on a transformé en fait nos supports pour qu'ils soient le plus utiles possible. Puis enfin, dernier chantier que beaucoup adressent, c'est le calcul de notre empreinte carbone. Donc on calcule bien sûr l'empreinte carbone de l'entreprise, celle aussi de nos collaborateurs. Et après, ce qui est important pour nous, c'est surtout l'empreinte carbone de chacun de nos médias. Avec dans un objectif à court terme de venir compenser cette empreinte carbone, mais surtout un objectif à moyen terme de trouver des actions correctives pour améliorer en fait l'utilisation de tous nos supports. Okay. Voilà. Merci Sandrine. Première question qui s'adresse à tous, mais vous n'êtes pas non plus obligé de tous répondre. En fait, sous le vocable marketing responsable, marketing durable, se cachent beaucoup de choses. Entre la position de Jürgen au départ, qui allait très loin il est allé très loin dans la conception de son produit, et la conception des autres, il y a peut-être beaucoup de choses différentes. Juste un chiffre qui m'a été donné par Cision, qui nous a fourni quelques éléments chiffrés. En termes d'engagement prioritaire, les priorités déclarées par les consommateurs, la première priorité, c'est la réduction de l'empreinte carbone, avec 22%. Ensuite, il y a le bien-être des salariés, 21%. Moi, j'étais assez surpris de retrouver le bien-être des salariés aussi proche de l'empreinte carbone, 22%. Et ensuite, on trouve l'ancrage local, les bonnes pratiques écolo internes à l'entreprise, l'achat et la production de produits responsables. Et ensuite, on trouve l'égalité femmes-hommes, diversité et inclusion. Qu'est-ce que vous définissez les uns et les autres enfin pas à titre personnel, mais par rapport à vos entreprises, vos chantiers, ils se situent sur quoi en matière de marketing responsable? Peut-être que Jürgen, tu peux rappeler ce que tu as dit au départ et on commence par toi. Nous, on reste sur une démarche d'amélioration continue, malgré qu'on a avec des produits jugés comme extrêmement durables.
on a installé, qu'on a démarré une life cycle analysis, analyse de cycle de vie en français. Donc, on va évaluer tous les impacts de toutes les activités, de tous les produits de l'entreprise pour voir comment on peut être encore meilleur. Mais nous, on a assez focus sur les données environnementales, mais on a discuté, en fait, les Nations Unies ont mis 17 objectifs en termes de développement durable. Et ce qui est fort important, parce que dans le développement durable, on pense à la planète, mais avant tout, il y a des humains sur cette planète. Et donc voilà, nous, on ne néglige pas le reste, mais on a un gros focus, bien que le bien-être des salariés est important, l'inclusion de personnes diversifiées et l'égalité hommes-femmes. Le focus important sur lequel on travaille, c'est l'environnement avec en premier lieu et les autres impacts. Ok, merci Jürgen. J'espère que vous entendez mieux Jürgen que moi parce que j'ai un problème de son. L'analyse environnementale, elle doit servir à pouvoir diffuser les actions en fait, avec des données scientifiques. On ne peut pas faire une communication environnementale, en tout cas de notre point de vue, si on n'a pas des données scientifiques à test des actions et de l'impact des produits qu'on pratique tous les jours. Voilà. Ok, merci Jürgen. Je disais, j'espère que nos auditeurs t'entendent mieux que je ne l'entends parce que j'ai un petit problème de captation ici. Donc j'espère que c'est uniquement local et que c'est meilleur pour les autres. Raphaël, peut-être, ou Marie, peut-être que vous voulez intervenir aussi sur votre définition de marketing responsable. Tout à l'heure, tu en as parlé assez clairement, Marie, je crois, par rapport à l'empreinte carbone. Confirme ? Oui, nous en fait on ne parle pas de marketing responsable. Comme on le disait avant, il y a des enjeux de développement durable et aujourd'hui c'est comment l'ensemble de notre chaîne de valeur se mobilise pour répondre à ces enjeux et comment on met en place des stratégies pour adresser ces enjeux. Et moi ce que je crois c'est que la communication, le marketing, c'est des leviers à activer de transformation. C'est pas un marketing qui sert juste des messages qui seraient valorisants pour les enseignes ou pour les marques. C'est pas ça du tout l'objectif pour nous. C'est vraiment comment on met ces outils-là au service de la transformation et au service des enjeux de développement durable. Et donc, ça veut dire, par exemple, en effet, valoriser des messages autour de modes de consommation qui sont moins impactants, autour du fait qu'on permette aux gens de comprendre l'impact de leur choix de consommation. Ça peut être ce genre de choses, comment la communication aussi, elle fait bouger l'interne et accélérer l'interne sur ces sujets. Donc, c'est vraiment comment on positionne vraiment ces outils comme des leviers de transformation pour accélérer la mutation de nos entreprises et pour répondre à ces enjeux-là. Et ce que nous, la conviction qu'on a, c'est que pour adresser ça, il faut vraiment baser sa communication, comme le disait l'intervenant précédent, sur l'information. En premier lieu, sur l'information. Une information précise, claire, transparente, sincère aussi et humble, hein, parce que nous, en effet, on essaie d'accompagner des nouveaux usages, mais on a beaucoup d'enjeux encore à résoudre et sur lesquels on est loin d'être parfait, donc il faut être capable de le dire. On est comme nos clients, on progresse sur un certain nombre de sujets, mais on est loin d'être parfait surtout. Donc je pense que baser ça sur des éléments d'information précis et notamment scientifiques, c'est-à-dire des chiffres précis et des allégations précises et pas être dans des choses qui puissent être trompeuses pour le client, vagues, floues et interprétables, c'est super important. Donc c'est pour nous, moi la notion qui me tient à cœur, c'est ça, c'est comment ces outils-là de marketing et de communication, on en fait des leviers de transformation au service des enjeux de développement durable. Alors justement, tu parles du client et on va y venir, hein, le consommateur. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui le consommateur, et avec la période qu'on a traversée là depuis un an avec cette crise Covid que nous traversons, est-ce que vous avez l'impression que le consommateur a vraiment évolué ou pas ? Moi j'entendais hier un patron d'hypermarché, d'une grande chaîne d'hypermarchés, disant que finalement oui ça avait changé mais ils n'avaient pas mieux consommé. Ils avaient consommé plutôt de manière moins qualitative. Quelle est votre observation là-dessus ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience finalement ? Et est-ce qu'il y a des vrais changements de comportement ou c'est simplement on dit qu'on veut changer mais on ne change pas ? Donc le dessin, oui, tu peux remonter. Il y avait un dessin qui est passé, je crois, juste derrière. Voilà. Voilà, je n'ai acheté que de l'éco-responsable. Ouais, c'est sur le prix. On y viendra tout à l'heure. Voilà. Ok, donc je passe la parole peut-être que Sandrine, tu as des choses à nous dire sur ce sujet-là, puisque vous avez interrogé des consommateurs, je crois.
Oui, bah effectivement, hein. Effectivement, quand tu dis, est-ce qu'il y a le Covid, dans tous les cas, a accéléré, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Est-ce que ça a accéléré cette prise de confiance? Oui, oui, et effectivement, ça a accéléré. Après, cette prise de conscience, elle était déjà là depuis des années, mais on constate que les consommateurs, ils sont ils sont mieux informés de par l'évolution de toutes les nouvelles, de tous les nouveaux moyens de communication. Ils sont plus éveillés, ils veulent plus de transparence, hein, c'est ce que disait Marie tout à l'heure. En tant que marque, on doit être transparent, on doit être humble, et en fait, c'est vraiment ce qu'attendent les consommateurs. Alors, effectivement, on a quelques données dans l'étude qu'on a pu mener. Je sais pas, alors on avait prévu quelques petites slides, si on peut diffuser la slide 1. Voilà. Par contre, j'ai pas le retour à l'écran. Donc oui, elle apparaît bien. Elle apparaît, oui. Elle apparaît bien. Donc en fait, sur cette slide 1, c'est quoi finalement le constat finalement comment se comportent en fait les consommateurs. En fait, on se rend compte que les consommateurs, oui, ils sont réellement engagés. Pour 66% d'entre eux, en fait, ils ont modifié leur consommation ces derniers temps pour être plus responsables. Et ils déclarent aussi, hein, pour les trois quarts, à être influencés par le caractère responsable des marques. Et en plus, alors ça, c'est des données qui sont d'autant plus fortes chez les jeunes générations. Après, comme on le voit sur la droite du document, par contre, la question du prix reste centrale. On reviendra dessus après. Oui. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, les consommateurs, ils sont prêts à consommer plus responsable. Mais par contre, pour la moitié d'entre eux, ils n'ont parfois pas les moyens, ou en tous les cas, ils ne veulent pas payer plus cher. Ensuite, je pense qu'il y a une seconde slide. Oui, si on peut elle est en ligne, oui. la diffuser aussi. Alors là, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que au niveau des marques, finalement, les marques, elles vont devoir réinspirer confiance. En fait, l'indice de confiance des marques, vous le voyez, hein, il est assez faible. Finalement, un Français sur trois va accorder sa confiance aux marques. Et en fait, en parallèle de tout ça, on va mettre la notion autour de la confiance, on va mettre la notion de communication. Et en fait, on va se rendre compte que finalement, seuls 26% des marques ont le sentiment que les marques communiquent. Donc, comme le disait Marie, la communication, c'est vraiment, et le marketing, c'est vraiment un levier en fait pour communiquer sur ses engagements et la responsabilité. Et puis en fait, d'après le constat tombe aussi, ça nous a pas mal surpris, c'est que finalement, 64% des Français sont incapables de citer, en tous les cas, spontanément, une marque responsable. Oui. Donc ça nous a assez surpris. Alors après, effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, les Français, ils sont vraiment sensibles à ce caractère responsable, mais ils sont mal informés. Alors il y a des choses qui existent, hein. On peut prendre l'exemple des labels, qui pour la plupart sont très bien faits, mais le problème, c'est qu'on a une saturation des labels. Il y a tout type de labels, donc les Français sont un peu paumés, ils s'y retrouvent plus. Après, on a été aussi interrogé ces Français parce on s'est dit tiens, ils sont pas capables de citer spontanément une marque responsable, mais qu'est-ce qu'ils entendent eux par marque responsable? C'est quoi pour eux une marque responsable? Alors, je vais donner quelques notions. Enfin, c'est une définition assez large, mais en tout cas, je vais vous communiquer des tendances qui font vraiment consensus. Il y en a trois finalement. La première, à près de 90% des Français, ils vont nous dire que une marque, ils veulent, en tout cas, ils souhaitent que la marque soit transparente sur l'origine des produits. Ensuite, pour 90% d'entre eux aussi, ils souhaitent que les marques favorisent les pratiques de commerce équitable et qu'ils soient transparents sur le prix. Être sur un prix juste, oui, le prix peut potentiellement augmenter un petit peu, mais pourquoi? Comment j'explique l'augmentation de ce prix?
Et puis après, évidemment, ils sont aussi en faveur du Made in France, de l'économie locale et de la circularité. Donc voilà les chiffres que je peux déjà vous communiquer. Alors, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais cette étude, elle a été menée auprès de un panel de 1000 Français, 1000 consommateurs français, et c'est une étude qu'on a fait en effet miroir, en fait, en interrogeant aussi 220 marques, 200 professionnels du marketing et des médias. Et donc, c'est assez intéressant parce que, bon, c'est pas l'objet de la table ronde aujourd'hui. On pourra vous la communiquer, vous pourrez la retrouver. Mais parfois, en fait, on a vraiment une énorme différence entre ce que pensent les marques, de ce que pensent les Français et ce que pensent réellement les Français. En fait, il y a vraiment parfois un monde entre les deux. Et donc, je pense que c'est important de vraiment bien tous s'écouter, de travailler conjointement ensemble. Très bien. Merci Sandrine. Je vais donner la parole à Raphaël. Raphaël, sa problématique, elle est différente. C'est-à-dire que Raphaël, ses clients finaux, c'est des gens qui vont lui acheter des espaces, donc c'est des enseignes, des marques. Et en fait, moi, quand j'ai découvert son concept, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on vient le chercher aujourd'hui parce que justement il a une solution éco-responsable ou c'est un petit plus qu'il apporte, mais au départ on ne veut pas forcément. Et comment c'est perçu par la clientèle en fait? Est-ce qu'il y a un marché qui est émergent véritablement là-dessus, Raphaël? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que tout va dépendre bien sûr de l'entité et de l'interlocuteur ou des interlocuteurs, bien entendu. Il y a une question de contexte, d'enjeu et de retour sur investissement souhaité. Je pense que du coup, chaque acheteur dans leur dynamique vont avoir leurs critères d'achat plus ou moins responsables, avec un aspect personnel, je pense, humain, mais aussi avec un point de vue économique de l'entreprise. Dans cette dynamique, nous, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, on a donc l'éco-conception avec le sourcing des matières premières en cycle court, en économie locale et circulaire, des matières recyclées et recyclables. Donc vraiment, là, c'est un impact fortement limité. La distribution aussi en cycle court, en direct, avec donc la limiter l'impact environnemental sur la mise en place de ces structures éphémères, sur le raccordement électrique, le groupe électrogène qui est aujourd'hui la norme est inexistant avec du pique-nique. Donc ça, on limite fortement aussi l'impact sur l'aspect logistique, mise en œuvre et exploitation du coup du bâtiment sur l'espace public. Vraiment, donc ça, c'est aussi notre cœur de métier. Et puis bon, en même temps, on permet aux exploitants de gagner du temps, de mise en œuvre, pas de montage, pas de démontage, pas de groupe électrogène, enfin vraiment tout un ensemble de gains là-dessus. On limite les budgets aussi conséquents de logistique, de récurrence de déploiement, et bien sûr l'impact environnemental, à la pollution visuelle, sonore et atmosphérique qui est liée à la mise en place de préfabriqués ou disons classiques sur ces aménagements éphémères. Donc vraiment, et puis après, donc bien sûr, la fin de vie théorique des bâtis, même si on est vraiment sur des décennies de durée de vie, c'est durable, qualitatif. Et donc vraiment, voilà, sur l'analyse de cycle de vie complète, on peut, grâce à donc cette intégration en interne de cette chaîne de valeur, limiter ces différents éléments, les prouver aussi. On fait des analyses de cycle de vie en partenariat notamment avec l'ENSAM. Et on en refait une cette année. Donc, on a un engagement de charte RSE là-dessus sur ces 3 piliers. Et donc, on est à même effectivement pour des questionnements, pour que aussi notre utilisateur puisse le prouver soit en interne chez eux ou auprès de leurs propres consommateurs, montrer ces engagements qu'ils portent eux et qu'ils portent envers leurs fournisseurs, tout comme Picnic. Okay. Donc, je pense que ce sujet va vraiment dépendre de qui on a en face. Il y a bien sûr une réalité économique, c'est certain. Mais voilà, je pense que c'est un critère qui était là, qui est là aujourd'hui de plus en plus, mais davantage bien entendu demain. Avec la tendance actuelle, il y a eu un changement de paradigme, c'est certain, et la conjoncture fait que, vu notre activité, nous, spécialisés d'aménagement extérieur, là, je pense qu'il y a des belles opportunités pour le type de solution qu'on propose à court, moyen et long terme. Et donc, effectivement, ça va être un accélérateur de plus en plus, à mon sens. Ok, merci Raphaël. Jürgen, un petit mot aussi. Toi, tes produits, est-ce que tu as l'impression que
les oreilles des distributeurs s'ouvrent un petit peu plus et qui sont plus prêts qu'avant à te laisser un accès à leurs clients parce qu'il y a une demande qui émerge. Est-ce que tu ressens ça? Alors, les portes, j'ai pas de vidéo parce que le flux il fluctue. Donc, je vous parle avec sans image, mais c'est pas grave. Les portes sont grandes ouvertes. Les distributeurs veulent étendre leur gamme végétale en se différenciant avec du français, de la qualité, du nutritionnel comme on le fait. Mais l'économie circulaire, elle vient seulement après. Comme une cerise sur le gâteau, c'est pas le développement durable, c'est que la cerise dessus. Donc ça, c'est l'état des choses à l'heure actuelle. Et il n'y a pas forcément d'intérêt à détailler les impacts environnementaux. Voilà, on parle d'économie circulaire, c'est suffisant pour apporter le petit plus. Actuellement, on se déploie chez Biocop et Naturalia avec Pleurette et chez Franprix avec Fungiz. Et j'aimerais vous montrer très rapidement l'histogramme qu'on avait préparé sur les priorités d'achat en termes, voilà, de facteurs. Et c'est un advertising qui disait en juillet 2019 pour des marques qui sont directes ou consumer. Donc, c'est pas exactement la même chose. Allô? Mais ça fait exactement moi ce que je vis avec les acheteurs. Oui. Vous m'entendez? Non, Jürgen, on a un vrai problème de son là, apparemment. Moi, j'entends un mot sur deux et on me fait signe que c'est pareil au niveau des auditeurs. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais passer tes deux slides là. Je vais essayer de les commenter. On va voir si on peut récupérer la liaison, mais je ne suis pas sûr du tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Donc, je suis absolument désolé pour. Mais je dirai quelques mots tout à l'heure sur la révolution champignon, parce qu'il y a des choses très intéressantes à tirer de ça. Et je vais passer à Marie. Marie, la démarche finalement très pédagogue de Decathlon, parce que tu fais de la pédagogie, et tu le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de pédagogie, d'information, de communication. Est-ce que ça porte ses fruits? C'est accueilli comment, cette pédagogie qui est faite par Decathlon? Est-ce que tu sens qu'il y a une complicité entre guillemets qui s'instaure avec le client pour aller vers ce même objectif de consommer différemment, donc de produire différemment? Nous, on est au début de cette démarche-là. Et donc, on parle depuis tout à l'heure de transformation. Et je pense que nos clients, ils sont en train de vivre cette transformation. On est tous en train de se poser des questions sur notre manière de vivre, notre manière de consommer. On est en plein dedans et on n'est certainement pas arrivé au bout. Donc, on a tout à fait l'humilité de se dire qu'on est au début de ces propositions-là et ces échanges-là avec nos clients. Nous, l'enjeu, justement, sur ces sujets de transformation, c'est comment on va pouvoir rendre ça accessible à tout le monde. Chez Decathlon, on est hyper attaché à l'accessibilité, le fait de rendre le sport accessible, et comment, sur ces sujets-là aussi, on va permettre de l'accessibilité pour permettre à chacun d'être acteur de ces transformations-là. Parce que quand vous êtes attaché au sport, comme le sont nos clients qui font du sport, quand vous allez faire de la rando en montagne, quand vous allez surfer dans l'océan, quand vous cherchez à courir à Lille un jour de pic de pollution, vous êtes les témoins des conséquences du réchauffement climatique. Donc quand vous fêtes du sport, en fait, vous êtes très concrètement confronté à ces sujets-là. Donc en fait, c'est comment on va donner des opportunités à nos clients d'aller vers des choses qui vont permettre en effet de réduire nos impacts avec accessibilité. Ça veut dire accessibilité par exemple en termes de prix, comment on a aujourd'hui des offres sur des produits qui sont éco-conçus et qui restent accessibles pour nos clients. Et puis évidemment, accessibilité en termes d'information. On sait que c'est des sujets pas simples à adresser en communication, hein. Quand on veut bien le faire sur des bases scientifiques, c'est complexe. Donner des équivalents CO2, donner des analyses de cycle de vie de produits, etc., c'est très complexe et c'est pas à la portée de chacun en premier niveau de lecture. Donc c'est comment on va donner des éléments d'information pédagogique. On teste par exemple depuis de nombreuses années avec l'ADEME une note environnementale ABCDE pour comprendre simplement l'impact d'un produit. Voilà, c'est ce genre de démarche assez concrète pour se dire comment l'accès aussi en termes d'information sur ces sujets, il va permettre d'embarquer tout le monde dans ces transformations-là. Oui, c'est un sujet énorme. Et tout à l'heure, je crois que c'est Lionel qui en parlait effectivement quand il parlait de sa boîte de blé, je ne sais plus comment. Tout à l'heure, quand Jürgen aussi, je fais une aparté, nous a parlé de ses produits aussi, il a tellement de critères techniques à faire passer qu'à un moment donné, une partie
de son besoin aussi, c'est d'aller communiquer pour expliquer que son produit, il est vraiment mieux que d'autres par rapport à certains critères environnementaux. Et il me disait l'autre jour que c'était un de ses challenges aussi de pouvoir communiquer là-dessus pour donner une information qui, lui, elle est vraie, mais il faut qu'elle soit bien perçue par rapport à des gens qui produisent peut-être moins bien, mais n'ont pas de scrupule à communiquer mieux que lui. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Et j'ai l'impression qu'à la fois Marie et Sandrine, vous êtes un petit peu sur le même domaine, c'est le lien entre le produit, la marque et le client. Et d'ailleurs, Raphaël est sur ce même domaine également au travers de ces pop-up stores. On a parlé d'une chose là qui était le prix. Tout à l'heure, tu as montré, Sandrine, un chiffre en disant oui, mais les gens, ils veulent, mais à un moment donné, ils ne sont pas prêts à payer plus cher. Hein. Donc, ils veulent payer un prix qui leur paraît un prix juste, qui est sans doute déformé par des années de prix injustes, entre guillemets, c'est-à-dire de prix tirés vers le bas. Et finalement, c'est quoi un prix juste aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour vous, est-ce que c'est un frein au changement? Quelles sont vos réactions par rapport à ça? On peut peut-être repartir de ton observation, Sandrine. Oui, alors effectivement, on le disait tout à l'heure, on a un Français sur deux qui n'est pas prêt à payer plus cher. Alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans ces Français, on va retrouver aussi une surreprésentation des extrémités. J'entends par là les moins de 25 ans et les plus de 60 ans. Et pourquoi on retrouve une surreprésentation de ces extrémités? C'est parce qu'en fait, c'est aussi eux qui ont été touchés le plus durement, en tous les cas pendant la crise. Et c'est évident, donc, pour les Français, le pouvoir d'achat, il reste central. C'est vrai, tu as raison, c'est un frein, mais nous, on pense aussi que ça peut être aussi un levier d'engagement. Après, tu viens de le dire, mais la question aussi du prix, quel est le prix juste? Quel est le prix transparent aussi? Parce qu'on le sait tous, hein, engager une démarche responsable, ça a un coût. Bien sûr, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le coût de cette démarche responsable dans le prix, en tout cas, le prix grand public, est-ce qu'il va s'impacter sur le client consommateur? Est-ce qu'il doit refléter cette transition? Ou alors, est-ce qu'on doit être plutôt dans une logique d'inclusivité? Il y a un exemple que j'aime bien, en fait, c'est l'exemple de Lipton. Lipton, peut-être que vous le savez, hein, récemment, il est passé sur une bouteille 100% recyclable. Pour faire ça, finalement, ça lui a coûté plus de 35% de plus dans ses coûts de production. Et puis Lipton a décidé de ne pas impacter, en tous les cas, ses surcoûts de production dans le prix du produit final. Par contre, il a communiqué massivement sur les réseaux sociaux et notamment auprès des jeunes générations, ce qui au final lui a permis d'aller séduire des nouvelles populations, recruter de nouveaux clients et puis finalement de combler finalement cette perte liées au coût. Après, on en parlait aussi tout à l'heure, hein, il y a des actions comme la circularité ou la seconde main qui peuvent être aussi une réponse en tous les cas, puisque on le sait, hein, le produit deviendra moins cher, il aura une durée de vie un peu plus longue. Il y en a qui le font très bien. Marie, vous le faites depuis longtemps avec le Trocathlon. Il y a Boulanger aussi qui sur sa plateforme e-commerce, a mis en place une plateforme dédiée à la seconde main. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui s'engagent là-dessus. Voilà. D'accord. Ok, on va avancer. J'ai une petite question Oui. peut-être du public qui s'adresse plutôt à nos prestataires finalement, que ce soit Picnic ou eMedia Center. Vous l'avez dit tout à l'heure, Florent, il y a finalement deux façons aussi de voir les choses. En tout cas, il y a un lien fort, mais il y a une question qui m'interpelle, moi, c'est à ces deux acteurs, vous choisissez vos clients en veillant à ce qu'ils soient responsables, ou tout le monde peut communiquer avec vous, et finalement la stratégie du petit pas pour vous, c'est aussi d'accompagner des annonceurs sur des outils responsables. Autrement dit, est-ce que vous interdisez parfois de travailler avec certains clients potentiels?
La réponse, effectivement, dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on aimerait faire. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a environ, en termes de demande de communication plus engagée, on a constaté à peu près une augmentation de 20% sur ces demandes. Par contre, effectivement, en tous les cas pour les Media Center, on n'a pas la prétention aujourd'hui de dire qu'on est une régie verte. On est plutôt dans une démarche de petits pas. Notre objectif, c'est surtout d'aller accompagner ces marques, de les accompagner en fait dans leur prise de parole et de leur permettre aussi d'oser de communiquer sur des premiers petits pas, parce que parfois il y en a qui n'osent pas communiquer parce qu'ils ont peur d'être requalifiés en greenwashing ou autre, ou alors parce qu'ils ont tellement de choses encore à faire que finalement ils se sentent pas légitimes, et donc c'est plutôt cet accompagnement qu'on va faire. Évidemment, on va quand même avoir un regard sur le type de communication, mais voilà, on ne va pas, il y a pas encore, en tout cas, ce sera peut-être la prochaine étape, mais encore, on n'a pas encore de discrimination à l'entrée en fonction des produits. Très bien. Raphaël, peut-être une réponse aussi à cette même question. Est-ce qu'il y a des clients qui auraient aimé travailler avec toi et que tu n'aurais pas pris parce que ça ne correspondait pas à une certaine éthique? Alors écoutez, nous c'est vrai qu'on est une jeune entreprise innovante, avec donc une ADN qui est sur 3 piliers. Et quand nos consommateurs, nos utilisateurs font appel à Picnic, du coup ils font part à cette aventure sur ces trois éléments. C'est donc l'aspect innovation, bien sûr l'innovation d'usage, des matières, des technologies de rendement ou autres. L'aspect RSE, bien sûr, avec nous, nos engagements forts sur le territoire, notamment de la Seine-Saint-Denis, création d'emplois, la création de valeur, et l'aspect, bien sûr, environnemental que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi l'aspect performant. Nous, on a le matériel le plus performant, donc pour tout ce qui est roadshow, tournée. Et donc, c'est aussi, nous, l'expérience utilisateur exceptionnelle qu'on propose, avec le produit, mais aussi, bien sûr, l'accompagnement de nos équipes sur la mise en œuvre de leurs projets. Donc, c'est ces choix qu'ils font ensemble. Donc, il y a l'aspect, bien sûr, du coup, environnemental, mais RSE de manière générale, mais aussi la performance du bâtiment et du coup, de leurs enjeux propres. Et puis après, effectivement, aussi de l'aspect innovation. Donc, c'est un choix global. Est-ce qu'on refuse des clients? C'est une question relativement compliquée, disons, parce que je pense qu'on ne peut pas blâmer disons des grands groupes ou autres historiques d'avoir cette histoire, ce passif, disons. Et d'une certaine manière, s'ils s'engagent avec nous, c'est qu'ils sont dans la bonne dynamique et dans une vision positive. Donc, on peut que les encourager. On ne peut pas se permettre qu'ils soient une pique-nique pour dire ben ouais, non, merci, vous êtes un tel et on peut, voilà, ce que vous avez pu faire dans le passé. À mon sens, c'est que s'ils sont en discussion avec nous et qu'ils souhaitent co-construire, collaborer ensemble, c'est qu'ils ont une dynamique positive, encourageante et qu'effectivement, ils ont une bienveillance sur cette transparence, cette responsabilité, cette éthique. Et donc, on peut faire que nous leur apporter notre expertise sur ces bâtiments éphémères. Merci Raphaël. Je vais bousculer un petit peu les questions parce que je sais que Marie doit nous quitter pas trop tard. Donc une question, Marie, parce que Decathlon, c'est un grand groupe qu'on connaît bien dans la région. On en a parlé tout à l'heure avec Sébastien Bourguignon de la taille de l'entreprise par rapport aux mutations et aux transformations. Est-ce qu'à aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut encore convaincre au sein de l'entreprise du bien fondé d'aller installer une démarche marketing, communication informative responsable, ou est-ce que tu as l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose qui embarque vraiment les collaborateurs? En tout cas, sur la stratégie, sur les enjeux plus globaux de développement durable, je pense que c'est des sujets sur lesquels il n'y a plus à convaincre. Il n'y a plus à convaincre. Decathlon ont bien compris que si on voulait continuer à faire du sport demain et à rendre le sport accessible aux gens, il fallait transformer la manière dont on faisait les choses. Donc la question, elle n'est pas sur le fait de convaincre. Aujourd'hui, elle est plutôt sur quelle solution on trouve à ça et quelle vitesse on y met. Et on a plutôt en interne une forte effervescence de nos collaborateurs qui multiplient les initiatives sur ces sujets, qui sont hyper acteurs sur ce sujet. Donc, je dirais que
L'idée, c'est plus de convaincre, je pense, mais c'est plutôt de chercher les solutions, trouver des solutions, et on est loin de les avoir sur tous les sujets. Et là, le travail collectif avec d'autres acteurs de notre secteur, avec des acteurs scientifiques, etc., nous permet d'aller là-dessus. Et puis sur la partie plutôt communication et pourquoi aujourd'hui on parle de ces sujets, là aussi, on est dans une communication d'humilité parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est dans cette transformation, on n'a pas tout résolu, loin de là. On est loin d'être parfait. Mais par contre, on est dans cette démarche de progression et on a bien conscience de la nécessité de progresser. Et donc, c'est comment on arrive à pouvoir en effet dire en termes de communication que très clairement, on n'est pas parfait sur tout et qu'on doit s'améliorer. Sur la conception de nos produits, il y a plein de choses sur lesquelles on cherche encore des solutions pour réduire les impacts. On doit pouvoir plus proposer d'occasions à nos clients, etc. Et en même temps, ne pas se priver d'engager cette dynamique auprès de nos clients. Donc, peut-être que c'est ça, s'il y a parfois une difficulté pour certains à se positionner, c'est si on veut être dans la sincérité, il faut expliquer aussi ses limites et là où on a encore des enjeux et pas seulement communiquer sur les choses qui seraient positives, sur les bons exemples, etc. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont très belles à valoriser, mais c'est aussi savoir dire là on s'est planté ou alors là on n'a pas encore la solution. Donc c'est peut-être ça un des enjeux en communication. D'accord. La sincérité, je retiens ça et je vais me tourner vers Sandrine aussi. Est-ce que Sandrine, tu as l'impression, j'imagine, j'imagine parce que on connaît le monde des hyper supermarchés, etc. Et on sait que ça peut être dur parfois aussi en termes de négociation avec entre marques et enfin avec les fournisseurs. Est-ce qu'il y a des entreprises où tu sens qu'il n'y a pas une vraie sincérité, c'est-à-dire qu'on va communiquer, mais en fait, on met sous le tapis, on cache un petit peu ce qui n'est pas terrible, mais on dit on va communiquer sur la seule petite chose vertueuse. Est-ce que tu as une démarche d'éducation, d'accompagnement, d'explication pour montrer que ce n'est pas forcément le bon chemin, mais qu'il faut que c'est quelque chose d'important d'avoir un vrai fond solide pour communiquer sur le durable et le responsable? Alors oui, c'est vrai que nous, quand on accompagne les marques, en fait, ça fait totalement écho à tout ce que Marie vient de dire. Déjà, on va leur dire, enfin, nous, on les accompagne sur leur prise de parole, sur leur communication. On va leur communiquer, pour nous, 3 valeurs qui sont fondamentales, qui sont vraiment les pierres angulaires. C'est un, faites preuve de pédagogie auprès du client consommateur. Vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Faites preuve d'honnêteté. Comme le disait Marie, on ne peut pas être parfait, mais bon, c'est pas grave. On montre déjà les premiers pas qu'on fait, puis on montre aussi le chemin qu'il y a à faire. D'ailleurs, il y a pas plein de marques qui communiquent là-dessus. Il y avait déjà notamment qui, eux, effectivement, c'est la base de leur communication. Ils communiquent sur leurs résultats, en tout cas ce qu'ils ont fait, mais ils communiquent aussi sur toute la marge de progression qui leur reste. Et puis après, il y a aussi ce discours de preuve. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Marie en parlait tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir un discours, de s'appuyer sur des preuves scientifiques et autres. Mais par contre, il faut vraiment qu'on soit, pour mériter la confiance des consommateurs, il faut l'étayer par des preuves qui soient vérifiées. Et aussi des preuves, et aussi que cela perdure dans le temps, que ce soit pas juste un effet waouh, Donc effectivement, c'est des conseils qu'on va donner aux marques. Après, c'est vrai aussi, nous ce qu'on pense, c'est que la publicité, ça peut être un outil au service de la transition, mais la publicité, elle doit aussi se montrer vertueuse, elle doit se montrer transparente. Elle doit respecter la diversité, respecter l'inclusivité. Et puis voilà. Enfin après, on demande aussi, on conseille aux marques aussi de vraiment s'attacher dans leur communication, être dans le réel, dans vraiment la réalité du produit, éviter d'être dans une vision idéalisée ou stéréotypée. Bon, voilà, c'est un peu les conseils qu'on va donner, mais ils font vraiment écho à la stratégie que Marie a expliquée pour Decathlon. Ok, merci. C'est vrai que c'est dommage que Jürgen les liaisons ne soient pas bonnes parce que ce serait intéressant d'avoir la discussion, puisque la problématique de Jürgen, quelque part aussi, c'est de communiquer sur ses produits dans une cible de magasins spécialisés ou d'hyper supermarchés. Et ça aurait été intéressant de voir un petit peu
Je pense qu'il y avait une discussion qui était intéressante, qui aurait pu être intéressante entre On Sandrine peut et vérifier. Jürgen. Est-ce qu'il y a assez de flux pour la parole? Allô? Il y a assez de flux pour la parole? Je ne t'entends pas, Jürgen. Je suis désolé, j'entends un mot sur deux. J'ai entendu parole Ok. et donc ça va être un petit peu compliqué. Je préfère pas parce que ça pénalise un petit peu les auditeurs et en termes de confort d'écoute. Et j'en suis tout à fait désolé. Moi, j'ai une question aussi pour Raphaël. Raphaël, est-ce que quand quelqu'un, un chaland passe devant un pop-up store qui est pour un de tes clients, je ne sais pas, dans l'immobilier, je crois que tu as pas mal de clients, dans l'assurance peut-être aussi, est-ce que le client il se rend compte qu'il y a quelque chose là, on lui propose autre chose qu'un préfabriqué en plastique tout simple, mais qu'il y a quelque chose avec une vraie démarche derrière, ou il ne le voit pas encore? Est-ce qu'il le valorise en fait, le client final, hein, je parle du client final. Eh bien, Florent, c'est peut-être à toi de me dire, je suis dans un pique-nique, là, il fait 10 mètres carrés intérieur, est-ce que ça se voit? Du coup, l'aspect responsable, peut-être, du coup, les intervenants à la table ronde et le grand public peut s'en rendre compte. A priori, semble-t-il, ce qu'on comprend, c'est que c'est le cas, c'est relativement visible. Et c'était d'ailleurs une vraie question qu'on s'est posée en développant donc, le concept pique-nique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite faire apparaître, donc visuellement, volontairement en termes de design en tant que tel, d'apparence des photovoltaïques, de la matière, des matières bois recyclables et autres, avec des labels, etc., l'éolien ou pas. Et donc, on vraiment s'est posé la question, on s'est mis un petit peu dans les chaussures de nos utilisateurs et je pense que s'ils font ce choix, c'est bien de le mettre en avant. Donc oui, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt visible et puis ils apprécient cela. Et c'est vrai que c'est assez inédit. Donc il y a un effet waouh, comme disait Sandrine, mais bien sûr qui est durable, bien entendu. Et là, c'est vrai que ça captive les flux. On est vraiment dans cette dynamique, bien entendu, de mission. Et c'est assez étonnant. Et on a aussi un côté ludique, du coup, d'expliquer qu'est-ce que l'énergie renouvelable, comment ça fonctionne, et en fait essayer un petit peu auprès du grand public, nos chers concitoyens, de leur dire mais ouais, qu'est-ce que l'énergie en fait, combien vous consommez quand vous allumez votre lumière, votre frigo, votre téléphone pour le recharger, la batterie, et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergie renouvelable, en termes de rendement, sur combien de temps. Et donc ça, on a équipé l'aspect connecté des pique-niques, on des éléments de la centrale énergétique connectée, donc on a des écrans de contrôle type iPad ou autre, enfin en tout cas des tablettes qui permettent, et aussi via des apps de montrer directement au public, bah, voilà combien ça crée en direct, donc le soleil on peut se rendre compte, ou l'aspect vent, combien ça consomme, si vous branchez vos téléphones, on voit l'impact en direct, donc une vraie mission pour nous aussi et puis bah, nos exploitants, nos utilisateurs effectivement de transmettre cette information d'aspect ludique, d'éducation, d'une certaine manière à l'énergie renouvelable et à l'électricité pour limiter la consommation et bien sûr il y a le sujet après de créer cette énergie qui est deux éléments, donc il y a deux dynamiques, effectivement d'une certaine manière l'éduquer, et ça on est vraiment aux prémices aujourd'hui des énergies renouvelables, et puis bah, donc limiter la consommation et bien sûr trouver des systèmes pour alimenter cette énergie. Ok, très bien. On va arriver au terme de cette table ronde. Je crois qu'il y a eu pas mal d'échanges dans les conversations. Je ne sais pas, on m'apportera s'il y a des questions, mais on aura peu de temps pour y répondre. Moi, je vais vous proposer un mot de conclusion à chacun d'entre vous sur un thème qu'on n'aurait pas abordé ou sur un message que vous avez envie de faire passer. Et je vais peut-être commencer par Marie, si tu es encore avec nous. Oui, ouais, je suis encore là. Bah, pour conclure, je vais peut-être répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais qui me semble important, c'est de se dire comment, avec les outils de marketing, de communication qu'on a à dispo, bah, on est acteur face aux enjeux que rencontrent aujourd'hui nos enseignes, la société, les consommateurs, et face à ces enjeux de développement durable. L'idée, c'est pas d'être sur, en fait, d'être sur ce qu'on a peut-être fait historiquement, c'est-à-dire d'aller chercher des indicateurs d'image, etc. Ça sera sans doute de la conséquence, mais c'est comment est-ce qu'on va contribuer à modifier aussi des comportements d'achat, en tout cas accompagner ces changements de comportement pour aller vers des solutions et des opportunités plus responsables. Et moi, je pense que comme beaucoup d'autres activités, la communication et le marketing peuvent y contribuer et sont des leviers puissants. Merci. Merci Marie. On va passer à Sandrine peut-être.
Oui, alors peut-être en mot de la fin, un peu pour synthétiser, moi je pense que, en tous les cas, parce qu'on est des acteurs de la publicité, donc pour moi je pense que demain il n'y aura pas de consommation responsable tant que tous les acteurs, en tous les cas les acteurs de la publicité, j'entends par la régie, agence, annonceurs aussi, ne mettront pas en place une publicité responsable. Donc voilà, après moi je suis assez positive parce que je me rends compte que finalement on est tous en train d'avancer sur le même chemin. Chacun fait des petits pas et je pense que tous les petits pas sont bons à prendre. On a tous le même objectif. D'ailleurs, on ne serait pas là tous aujourd'hui sur cette table ronde. Donc voilà, le petit mot. Merci Sandrine. Raphaël? Et bien pour le mot de la fin, j'aurais un message un peu plus macro que le sujet actuel, vu le contexte, pour les intervenants et notre audience. Donc, en ce moment, on a besoin de vous, de nous, pour l'innovation, pour nos engagements RSE. Et dans le contexte difficile, bah, je vous souhaite plein de courage, de la paix, de l'amour et de la prospérité. C'est gentil, merci Raphaël. Moi, donc je vais pas vous passer Jürgen, mais je vais dire 2 mots à sa place. Je suis désolé encore et toutes nos excuses pour ces incidents techniques. Allez essayer de découvrir les produits fabriqués par la Révolution Champignon. Il y a vraiment des choses intéressantes parce que la démarche, elle va jusqu'au bout. Je n'aime pas dire jusqu'au boutiste parce qu'il y a peut-être quelque chose d'assez négatif là-dedans, mais en tout cas, elle va très très loin. Elle est intéressante. On sent qu'il y a un besoin aussi d'expliquer ce qui est fait derrière parce que c'est technique, encore une fois, c'est technique. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'en voyant évoluer ce produit, parce que moi je le connais depuis 2 ans par la première marque qui s'appelait Pleurette, en fait il y a une évolution qui est constante et j'ai l'impression qu'il va rencontrer assez rapidement des nouveaux marchés. Donc des marchés parce que les consommateurs ont évolué, parce qu'aussi il a fait évoluer son produit. Donc je vous encourage à le rencontrer. Enfin, en tout cas, aller chercher des informations sur son produit ou même à le rencontrer, pourquoi pas. Voilà. Moi, j'ai un petit mot de conclusion par rapport à toute cette matinée. Moi, j'ai vraiment une impression très forte. C'est que on est encore dedans, mais on est à la fin de la transformation digitale. Ça fait 20 ans qu'on est dedans et on s'est aperçu il y a un an avec le Covid qu'il y avait des entreprises qui commençaient à s'y mettre seulement il y a un an dans la transformation digitale. Et pourquoi c'est si long une transformation? C'est parce qu'au départ, il faut intégrer le fait qu'il y en a besoin, il faut comprendre. Et tout ça, bah, c'est aussi bien souvent les jeunes générations qui nous ont amenés à changer notre œil vis-à-vis du digital. Par exemple, ce sont les clients qui ont changé leurs habitudes d'achat et les entreprises ont dû s'adapter. Pour moi, on est exactement la même chose au niveau de la transformation responsable. La transformation responsable, ça commence à bouger, on sait qu'il faut y aller, ça prendra du temps, ça prendra peut-être 20 ans comme la transformation digitale, mais ça va nous être amené aussi peut-être par les jeunes générations et les consommateurs, parce qu'il faut qu'on réconcilie en chacun d'entre nous, entrepreneurs ou hommes d'entreprise, on réconcilie le consommateur, le collaborateur et le citoyen. Et ça, en fait, ça va commencer à se faire, mais je pense que le chemin est encore assez long. Et c'est un vrai travail d'accompagnement, enfin de prise de conscience et d'accompagnement, que moi d'ailleurs je pratique au sein du cabinet Adix, puisque je suis consultant chez Adix. Et ces transformations digitales ou responsables, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Le rôle du consommateur et du pouvoir d'agir, finalement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Un mot également, si vous voulez continuer sur la partie marketing, puisque je vous disais tout à l'heure que moi je travaille au sein de l'ADTEM et du cercle marketing client à fédérer un collectif sur le marketing responsable, donc des gens qui sont comme moi, qui ont envie de faire avancer les choses. Ce collectif, en fait, la première action qu'on a faite, c'est d'interroger les responsables marketing sur leur démarche, sur où ils en sont, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Et les résultats de cette étude seront communiqués, je fais un petit peu de pub, le 30 mars, donc mardi prochain, matin à 9h, avec le magazine Stratégie en exclusivité. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur le LinkedIn de l'ADTEM ou du Cercle ou les sites de ces deux associations. Et vous vous inscrivez. Ça sera, je pense, riche en informations. On a des verbatims absolument passionnants.
Oui, ben j'en profite du coup, Florent, pour remercier à la fois le Cercle du marketing client et l'ADTEM pour leur soutien à l'opération, ainsi que Scission qui, en attendant la prochaine étude, nous a permis aussi de construire intellectuellement les contenus de cette séquence. Bien sûr, on a passé un bon moment et ça ouvre un champ des perspectives plutôt large. On se retrouve